Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous voyez qu'on a pas mal d'actions qui sont en ce moment dans le rouge. Les marchés sont en train de corriger et justement la question qu'on va se poser aujourd'hui c'est est-ce qu'il n'y a pas des opportunités sur les marchés, et je vais notamment vous parler de mon top action pour 2024. Pardonnez-moi pour la qualité, vous savez, je suis pas chez moi en ce moment. Je suis rentré à Paris pour quelques jours, donc j'ai pas mon setup. Donc ça va être comme ça au moins jusqu'à mercredi, voire jeudi. Avant de commencer, je voulais répondre à une question qu'on m'a beaucoup posée. Pourquoi est-ce que j'investis beaucoup sur compte titre et pas uniquement sur PEA, Je fais les deux, il faut le savoir. Eh bien, dans un premier temps, parce que la performance, notamment du S&P 500, donc de l'indice phare américain, l'indice phare de la bourse américaine, a une croissance beaucoup plus importante que celle du CAC 40. Et il faut aussi savoir que sur PEA, j'investis beaucoup sur des actions qui ne sont pas concentrées sur la France et l'Europe, mais qui font aussi une part de leur chiffre d'affaires aux États-Unis notamment et dans le monde entier. Donc ça, c'est à prendre en compte et c'est une des raisons pour lesquels j'investis beaucoup, notamment sur mon compte titre et aux États-Unis. Il faut savoir que la croissance du PIB aux États-Unis, elle est beaucoup plus forte que celle de la France ou de l'Europe. D'ailleurs, si vous voulez investir sur compte titre, vous trouverez mon lien de parrainage pour Desgiro. Desgiro, c'est le courtier qu'on utilise pour le compte titre de la chaîne. Il y a des offres qui peuvent varier en fonction de l'année, donc n'hésitez pas à checker le lien. On fait un rapide point sur le compte titre. Alors pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, le compte titre, on l'a créé ensemble, on l'a créé spécialement pour la chaîne. Tous les revenus générés par YouTube et le Patreon vont sur ce compte titre. Et donc on essaye de le faire croître le plus rapidement possible. À l'heure actuelle, on est à peu près à l'équilibre, on est en légère plus-value. Il faut savoir qu'on a commencé par investir sur des actions de qualité sans regarder l'aspect technique, sans regarder l'analyse technique et donc sans identifier de points d'entrée. Et là, on essaye petit à petit de s'intéresser à tout ce qui va être technique en investissement sur des points d'entrée qui paraissent intéressants. Donc ça commence petit à petit à porter ses fruits, c'est plutôt intéressant. Actuellement, on a un seul ordre en cours, vous le voyez juste ici. Il est sur Zoetis pour 2 actions à 144,5 euros. Et c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. J'étais sur Schneider, donc là on va aller voir Zoetis. Et voilà, donc Zoetis, le prochain ordre d'achat, il se situe au niveau de ce support haussier oblique, mais surtout à l'approche de cet order block acheteur, que vous voyez ici en vert, donc là où la smart money s'est positionnée, là où les grosses positions acheteuses se sont faites, et donc généralement c'est des zones qui sont bien défendues. Donc vous voyez, ma zone d'achat elle se situe par ici, donc un petit peu plus bas évidemment, le cercle est un petit peu large. Et donc voilà pourquoi on a placé notre ordre ici sur Zoetis. Ensuite, je vais vous parler des actions que potentiellement j'ai en watchlist et que j'aimerais bien recharger avec la correction qu'on est en train de vivre en ce moment. Avant de commencer, parce que j'ai pas fait de morning review ce matin, attention, on est sur une semaine avec beaucoup de résultats. C'est pas évident d'investir avant les résultats, il vaut mieux attendre, on sait jamais, si jamais il devait y avoir des bad news par exemple. Et on a surtout une bonne partie des Magnificent Seven avec notamment Meta, Microsoft ou encore Google. Sur le portefeuille, on a aussi Visa qu'on va avoir demain en termes de résultats. Donc c'est une grosse semaine. Il faut faire bien attention. On a aussi toutes les pétrolières vendredi. Il va falloir surveiller tout ça. Et justement, la première action dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est Microsoft qui publie ses résultats jeudi et qu'on va analyser dès maintenant. Alors, Microsoft, c'est une entreprise qui a une très très belle rentabilité. On est sur un return on equity de 40. Vous savez qu'en fonction de mes critères, à partir de 20%, c'est déjà très intéressant. Globalement, on est largement plus rentable que le secteur d'activité. Donc on est sur un leader qui a une position avec un avantage concurrentiel. Microsoft, notamment en termes de technologie, est très avancé. Ils sont en train notamment d'investir sur l'intelligence artificielle. Bon, effectivement, le marché a plus ou moins bien réagi à ça parce que ça a été plus ou moins bien fait par Microsoft, mais pour l'instant, ça a l'air d'aller dans le bon sens. Donc, c'est quelque chose qui est à prendre en compte.
Ensuite, si on regarde sur les 10 dernières années, eh ben on voit qu'on a 10 années profitables. Donc ça, c'est une très bonne chose. On va aller voir l'historique plus profond ensuite. Si on regarde en termes de santé financière, on remarque qu'on a un cash to debt qui, par rapport à l'historique, est dans le rouge. Donc on a potentiellement effectué des investissements et le ratio cash par rapport à la dette, c'est peut-être un petit peu dégradé. On ira voir ça juste après. Ensuite, on a un score d'Altman qui est safe, donc peu de chances de faire faillite. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Par rapport aux capitaux propres, si on compare les capitaux propres par rapport à la dette, vous voyez qu'on est dans le vert par rapport à l'historique. Donc c'est-à-dire qu'il y a une progression vis-à-vis de ce ratio et c'est toujours intéressant de savoir que c'est une entreprise qui financièrement arrive à progresser. Si on regarde un petit peu en termes de cash to debt, alors finalement c'est positif dans le sens où effectivement on a un cash en vert qui a diminué, mais on a aussi réussi à faire diminuer la dette. Donc finalement, le ratio reste assez similaire, comme vous pouvez le voir, c'est assez régulier. Donc c'est une très bonne chose. On a un revenu qui est croissant, de façon assez constante, et ça pour le coup c'est très positif. On voit qu'on a une part du cash flow qui est utilisée pour le dividende, ça reste une part raisonnable, je pense que le payout n'est pas très élevé, voilà. On a un payout de 25% qui est inférieur à l'historique, vous voyez la médiane elle est plutôt à 40%, donc c'est très 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 positif. Un dividende qui est donc safe, donc pas trop d'inquiétude à avoir là-dessus. Maintenant, le point qui personnellement me dérange un petit peu en ce moment, c'est la valorisation. Alors c'est positif dans le sens où effectivement, vous le voyez, on a un PE ratio qui est à 36, donc ce qui est assez élevé quand même globalement, mais on a un forward, donc un PE ratio finalement, mais avec les bénéfices anticipés, qui est à 29. C'est-à-dire qu'on anticipe une croissance des bénéfices dans les années à venir. Donc à l'heure actuelle, on paye effectivement un PI de 36, mais avec les résultats de l'année prochaine, on sera plutôt sur, ou de l'année prochaine, des 2 à 3 prochaines années, on sera plutôt sur un PI ratio de 30. Ce qui est positif, mais c'est quand même encore élevé. Donc, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de regarder aussi le PEG. Donc le PEG, c'est un ratio où on prend effectivement aussi la croissance des bénéfices. Généralement, quand il est à 1, c'est assez correct. Quand il est en dessous de 1, on considère que l'action est sous-évaluée. Et quand il est au-dessus de 1, on considère qu'elle est surévaluée. Là, on est sur un PEG qui se rapproche de 2. Donc potentiellement une action qui est un petit peu surévaluée. Vous regardez, si on voit en termes de GF value, donc la GF value, ça combine tout ça finalement et plein d'autres éléments. Vous voyez qu'on est quand même sur des zones de légère surévaluation. Mais ce n'est pas non plus catastrophique. Personnellement, je vais attendre sur le dossier. Donc effectivement, pour Microsoft, j'attendrai quand même potentiellement encore un petit peu qu'on atteigne des zones un petit peu plus raisonnables, sachant qu'il faut prendre en compte que c'est quand même une des Magnificent Seven, et donc on risque de ne pas forcément corriger beaucoup, pas autant que ce que je l'espérerais du moins. Après, il y a des zones qui m'intéressent potentiellement, notamment les 0,5 de Fibo, vous voyez qu'on a quand même un order block acheteur en weekly juste ici. On va regarder quand même rapidement en monthly voir ce qu'on nous propose. Bon, l'order block monthly est quand même très très bas. Il est aux alentours des 250 euros. 250 euros, ça nous ferait quand même revenir potentiellement ici, quoique. C'est vrai que ce serait une très très belle zone d'achat. Donc très bel order block en monthly. En revanche, si on veut être un petit peu plus réaliste, je dis pas que c'est impossible, mais il faudrait viser la golden zone du dernier mouvement haussier, donc entre le haut des 0,5 de Fibo et les 618, zone de recharge de longue en termes de tendance, en tendance haussière. Donc pourquoi pas viser ces zones-là par exemple. Ensuite, une autre action qui m'intéresse, c'est Fortinet. Alors, Fortinet, on est sur tout ce qui va être cybersécurité. Je vous l'ai déjà analysé, donc je ne vais pas refaire une analyse détaillée, mais globalement, c'est une très très belle entreprise, avec une rentabilité qui est exceptionnelle aussi, finalement digne un peu des Magnificent Seven. On a effectivement une santé financière qui est très correcte, avec un score d'Altman qui est safe. On va quand même aller voir le cash to debt parce qu'on voit qu'on a un petit peu de rouge, donc on se pose quand même la question. Et vous voyez qu'on a quand même
beaucoup plus de cash que de dette. On a effectivement on a une dette depuis les 3 derniers exercices, donc peut-être potentiellement depuis le Covid, qui n'a pas beaucoup baissé. Donc l'objectif serait pourquoi pas de la faire baisser. Mais on voit que c'est une entreprise qui arrive à générer beaucoup de cash. Et ça, c'est très positif. On a un beau revenu croissant. Et justement, en termes de croissance, vous voyez qu'on est plutôt sur du 14-15%, que ce soit en termes de bénéfices par action ou de revenus, ce qui est très très correct pour ma part. Si on regarde un petit peu en termes de ratio, en termes de value, en termes de PE ratio, on est sur un PE à 44 fois les bénéfices, ce qui me paraît pareil, toujours un petit peu élevé. Pour le forward, on est à 37, donc ce qui est encore élevé. Par contre, si on regarde un petit peu du point de vue du PEG, on est sur un ratio de 1, ce qui est largement inférieur à l'historique. Et finalement, même pour le PE ratio, on est en dessous de l'historique. On a une médiane en termes d'historique, en termes de PE ratio qui se situe à 84. On est actuellement à 44. On va regarder un petit peu en termes d'analyse technique. Pour Fortinet, il me semble que c'est FTNT, voilà. D'ailleurs, je vais la rajouter à ma watchlist. Alors, pour Fortinet, on a quelque chose d'assez intéressant. On a créé un order block vendeur. Donc, potentiellement, on pourrait aller chercher plus bas parce qu'on est proche d'une zone acheteuse. Et pourquoi pas se rapprocher d'une zone potentiellement... d'une zone acheteuse, pardon. Vous voyez qu'aussi on travaille plutôt à l'horizontale là depuis quasi juin 2021. On aurait une sorte de range. Si on formait une sorte de range, c'est du travail, c'est global. Si, hop, on va prendre ça et puis on va le mettre là. Si on venait, hop, à créer une sorte de zone de range ici, pourquoi pas, voilà, par exemple, vous savez quoi, on va prendre le gap dedans. Donc on aurait une sorte de range entre effectivement cette zone qui est plutôt acheteuse et globalement, ah non, c'est pas ça que je vais faire, et globalement une zone plutôt acheteuse par ici. Donc voilà, qu'on mettrait pourquoi pas en vert. Hop hop hop. Donc voilà, donc on est plutôt pour l'instant entre finalement du vert et du rouge. À l'heure actuelle, on vient de cette grosse résistance, donc on est plutôt en train de se diriger vers des points un petit peu plus bas, potentiellement dans cette zone-là, où on a déjà eu quelques expériences. Vous voyez, on est rentré à plusieurs reprises. On a un bel order block acheteur aux alentours des 39, ce qui me paraît quand même assez bas. Et si on tire par exemple un Fibo, hop, donc sur le point bas qui est ici et potentiellement le point haut qui est là, et bien vous voyez que notre golden zone, donc entre les 0,5 et les 0,618 de Fibo, elle correspond finalement avec ces zones acheteuses là qu'on a définies. Donc pourquoi pas potentiellement revenir sur cette zone-là qui est assez large. Je vous ferai une analyse un petit peu plus détaillée sur le Patreon. Mais pourquoi pas revenir sur ces zones-là, vu qu'à l'heure actuelle, on est plutôt sur un travail à l'horizontale. Ça va aussi dépendre des résultats. Si on venait à créer petit à petit des points bas de plus en plus haut, par exemple s'arrêter un petit peu plus tôt au 0,382 de Fibo, et puis à former des W, et pourquoi pas à venir casser cet order block vendeur, et bien effectivement ce serait bullish. Là pour l'instant, à moyen terme, la tendance est plutôt neutre de mon point de vue. Donc voilà pour Fortinet, une action qui m'intéresse aussi beaucoup. Une autre entreprise qui m'intéresse et qui va certainement se rapprocher de zones d'achat potentiellement intéressantes, c'est Applied Materials. Je vous ai déjà analysé l'action il y a quelques temps, donc je vous laisse chercher sur la chaîne. Vous pouvez taper Applied Materials Barnabé, vous devriez pouvoir trouver. Donc on a une très très belle rentabilité, on a une très bonne santé financière, vous voyez, on a plus de cash que de dette, on a une très belle croissance du revenu, etc. etc. Pareil, une action à dividende avec 15% de payout, donc c'est très très safe.
Petit point d'attention sur la croissance. On a une croissance anticipée du BPA qui est de 14%, donc ce qui est très très bien. En revanche, on a une croissance anticipée des revenus de 3%. Donc ça, c'est à surveiller. Et à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on est un petit peu cher. On est sur un PI ratio de 22 en regard de la croissance. Si on regarde le PEG, on est à 1,17. Donc on se rapproche quand même potentiellement de zones qui peuvent être intéressantes. On a un forward PI qui est plus élevé que le PI. Donc potentiellement, c'est ce qu'on disait, un ralentissement de la croissance à moyen terme. Après, à long terme, c'est une action qui me plaît beaucoup, sur laquelle je suis plutôt confiant. Donc on va aller regarder ça en termes d'analyse technique. On va se tracer un petit Fibo. Vous voyez que là, on a effectivement une zone acheteuse qu'on vient retester. Si on venait à la break, on irait très probablement chercher plus bas. Si on trace une petite trendline ici, qu'est-ce que ça donne? Ok, on pourrait se tracer quelque chose comme ça pour l'instant. Hop, pour l'instant, il n'y a rien de confirmé sur la trendline. C'est juste histoire de se donner une idée de l'orientation finalement du cours. Potentiellement, on pourrait revenir tester cette trendline, mais pour l'instant, on l'a touché que 2 fois, donc c'est encore assez insuffisant. Si on se trace un petit Fibo, hop, vous voyez qu'on a les 0,236 de Fibo qui se situent approximativement en dessous de notre order block acheteur. Donc on pourrait déjà dans un premier temps revenir sur cette zone-là. Des zones qui me semblent personnellement plus intéressantes, mais ce qui voudrait dire qu'on casse notre trendline et qu'on vienne chercher sur des order blocks plus bas, c'est à partir des 0,5 de Fibo. Ensuite, on a Adobe Inc. Je vous en ai déjà parlé, je vous en reparle rapidement parce qu'on est quand même en train de bien corriger. Alors Adobe, c'est notamment pour ceux qui font un petit peu de montage vidéo, toute la suite Adobe. Ils essayent d'investir dans l'intelligence artificielle pour améliorer leurs outils et d'après moi, ça peut vraiment être une grosse révolution pour les outils que propose Adobe. Adobe, ça marche sur abonnement, donc on a des revenus qui sont quand même récurrents, qui sont plutôt fiables. Petit point négatif, c'est que l'action est légèrement, est pour moi surévaluée. Elle est assez chère. On a un PI ratio de 45 à l'heure actuelle, on paye 45 fois les bénéfices. On est quand même en dessous de la médiane de l'entreprise qui se situe à 53, mais il faut aussi prendre en compte qu'on a une augmentation de la concurrence avec tous les outils d'intelligence artificielle qui arrivent sur le marché. Et le but pour Adobe, c'est d'implémenter ces outils dans ses suites pour faciliter l'expérience des utilisateurs. Sachant que on anticipe quand même un forward à 25, donc en termes de croissance, c'est pas mal du tout. On a un growth rank pour le BPA qui est aux alentours des 14%, donc ce qui est quand même pas mal pour le bénéfice par action, et pour le revenu de 11,5%, donc ce qui est très correct. On va aller se regarder ça un petit peu. Hop, Adobe, normalement je l'ai sur une watchlist, même pas. Hop, voilà, je me la mets sur ma watchlist. Et on a quelque chose d'intéressant quand même avec Adobe. Je vais vous montrer. Alors, je vais juste changer la couleur. Hop, parce que j'ai refait des analyses entre temps. Voilà. Donc, globalement, je baisse aussi la transparence. Voilà, histoire que ce soit plus confortable pour tout le monde. Je vais réduire encore un petit peu. Voilà, comme ça, là, on va être au top. Ce qui se passe pour Adobe, c'est que là, on est en train de faire face à un premier order block acheteur. Pour l'instant, on s'arrête au bas de cet order block, donc ce qui est plutôt positif. Et surtout, on est quasiment au 0,5 de Fibo. Alors personnellement, c'est pas encore une zone sur laquelle je voudrais rentrer. Surtout que pour l'instant, on a quand même formé 2 points hauts de plus en plus bas. Donc moi, une zone qui va commencer à m'intéresser, c'est cette zone que j'ai tracée là, vous voyez en vert. Hop, je vais vous enlever le Fibo pour qu'on puisse mieux voir. Voilà, moi la zone qui va m'intéresser, c'est plutôt celle en vert là, donc cette sorte de support haussier. Et donc effectivement, si on pouvait revenir dessus, et ben là, je considère qu'en termes
de value et de prix, ben, on serait sur des zones assez intéressantes. On va peut-être pas y redescendre aussi vite, hein. On pourrait là, par exemple, repartir à la hausse, bloquer contre l'order block vendeur ici, et potentiellement, pourquoi pas repartir à la baisse. À l'heure actuelle, je considère que c'est cher. Donc je touche pas au dossier pour l'instant. Autre dossier qui ressemble un petit peu quand même, c'est MSCI. Vous vous rappelez, au début, on s'était dit qu'on investissait sans regarder l'aspect technique, qu'on investissait qu'en fonction des fondamentaux. Ce qui fait qu'on a acheté quand même MSCI un peu cher. Hop, il est là le portefeuille, vous voyez. MSCI, on l'a acheté à 553 euros. On est en moins-value de 6% pour l'instant sur MSCI. À l'heure actuelle, on est à 513 euros. Alors là, moi je mets un petit peu la GF value de côté. Donc effectivement, on serait potentiellement un petit peu sous-évalué si on regarde la GF value. Globalement, MSCI, je vous l'ai déjà analysé, donc je la refais pas. Il y a un point d'attention quand même sur la santé financière, mais hormis ça, ça reste une très 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 belle entreprise avec un très beau dividende et une croissance qui est tout à fait raisonnable. Sauf que pour des chiffres comme ça, pour la croissance vis-à-vis de la croissance de l'entreprise, vis-à-vis de sa santé financière, notamment de son cash to debt, c'est pas une entreprise que j'ai envie de payer avec un PI ratio de 35. Ça me paraît élevé, surtout que le forward est qu'à 34. Donc, honnêtement, j'ai pas envie de la payer ce prix-là. On a un PEG de 2,14, donc ce qui est quand même très élevé. Mais en même temps, si on regarde un petit peu en termes de technique, hein, je suis transparent avec vous, hein, MSCI, maintenant qu'on a ajouté l'aspect technique et l'aspect un petit peu value en regardant les prix, etc., je vous avoue qu'en termes techniques, effectivement, bah, j'aurais envie quand même d'acheter sur ce support-là qui dure depuis 2019, hein, qu'on a touché une fois en décembre 2018, une fois en mars 2020, une autre en octobre 2022, en octobre 2023, et là on s'en rapproche quand même assez fortement. Mais c'est pas une entreprise que j'ai envie de payer aussi cher. Donc je suis un petit peu en stand-by pour l'instant sur MSCI. Et je vous avoue que je ne sais pas trop quoi faire. Effectivement, si on devait revenir sur cet order block acheteur là, je commencerais à y réfléchir et pourquoi pas potentiellement à recharger. Mais à l'heure actuelle, je trouve ça encore cher. Hop, MSCI, vous voyez, bon, effectivement, en termes de GF value, on prend plus de choses en compte que le PI ratio, le PEG. Mais c'est quand même des indicateurs qu'on utilise historiquement et qui ont fait leurs preuves. Et c'est vrai que payer 35 fois les bénéfices à l'heure actuelle, sachant qu'on a une situation en termes de cash to debt qui n'est pas non plus exceptionnelle, hein, comme vous pouvez le voir, on a quand même une dette un cash qui se réduit alors qu'on a une dette qui augmente ou qui stagne, hein, globalement sur les 2-3 derniers exercices. Donc c'est quand même un peu cher pour MSCI. Je peux aussi rapidement quand même vous parler de Google. Google qu'on a acheté à 138 euros, qui est actuellement à 154, donc qui a bien monté. On va regarder, hop, Google. Je vous l'ai déjà fait aussi, donc je vous la fais rapidement, hein. C'est plus l'analyse technique qui va quand même nous intéresser. Donc Google, on est sur une très belle entreprise aussi qui parle de plus en plus d'intelligence artificielle, hein, et qui essaie de l'intégrer, bon, de façon plus ou moins, comment dire, ils ont fait ça pas forcément très bien, parler de l'IA, ça leur a valu quand même une petite sanction en bourse. Et puis là, ils commencent à intégrer ça petit à petit, sachant que la concurrence est quand même très éveillée, hein. Là, sur iOS, par exemple, chez Apple, on a déjà lancé la chose, hein, c'est-à-dire que il me semble que c'est sur Safari, on aura un modèle d'intelligence artificielle, génératrice, hein, apparemment, qui devrait être intégré dans les mises à jour à moyen long terme. En termes de GF value, c'est un peu plus intéressant, hein, pour Google, mais c'est surtout l'aspect technique là qui va nous intéresser. Donc on a acheté un petit peu en dessous des 0,236 de Fibo. Il me semble que c'était au niveau
avant le gap haussier finalement. On a plusieurs choses intéressantes pour Google. Dans un premier temps, on a effectivement ce gap qui se situe au niveau des 0,236 de Fibo. Si on venait à le combler, ce serait quand même signe d'un ralentissement du cours de l'action parce qu'on viendrait couper finalement la hausse qu'on a eue dernièrement. C'est pas impossible, ça peut tout à fait arriver. Ensuite, on a cette trendline haussière, là, qu'on est venu toucher plusieurs fois et qui nous dure depuis 2020, depuis le Covid finalement. Et donc, celle-là, effectivement, elle représente une zone d'achat qui, pour moi, me paraît très très intéressante. Elle peut coïncider aussi avec cet order block acheteur en weekly aux alentours des 130 euros, qui lui aussi me paraît plutôt intéressant. Si on recule et qu'on regarde un petit peu en monthly, je considère que on a un order block qui est bas. On a un order block acheteur qui est bas. Et personnellement, pour l'instant, c'est pas une zone que je juge à moyen terme intéressante parce que pour y venir, il faudrait vraiment qu'on ait un gros crack. Donc on va plutôt rester en weekly. Et en weekly, effectivement, je considérerais qu'à l'approche de cette trendline et des order blocks acheteurs, notamment autour des 0,5, 0,618 de Fibo, ça commencera à être très intéressant pour Google.